Ils veulent tous des chats, c'est quasiment 90% du maquillage, c'est des chats. Ils veulent des chats. Faut que ça aille vite. Faut que ça aille vite parce que les enfants, ils n'ont pas de patience. Donc ça prend 5 minutes, 10 minutes, non? Oh là Ah là 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 là. Oh là là. Ça, Là, c'est c'est je suis là, n'oubliez pas. Hein. ça, c'est bon. C'est un mot égyptien. C'est un chat qui est né sur les rives du Nil, hein, qui date de l'Antiquité puisqu'on le retrouve sur les fresques dans les tombeaux des pharaons, sur les papyrus. Donc on retrouve ce chat tacheté. Hein, la particularité de la robe, ce sont les taches. Donc ils ont été introduits en Europe dans les années 50 par la princesse Troubeshkoy, qui a ensuite immigré aux États-Unis. Et c'est là que la race a été reconnue dans les années 70. Donc c'est un chat que l'on trouve très peu en Europe puisqu'il n'y a que 5 reproducteurs. Je ne connaissais pas du tout ces chats et je suis allée chez un ami qui élevait ces chats. Et j'ai passé l'après-midi chez lui et j'ai eu un chat qui est monté sur mes genoux. Et j'ai été séduite par le caractère du chat, par son toucher qui est quand même très particulier, sa gentillesse. Et mon ami m'a donné une femelle et j'ai commencé à élever. Voilà, et j'ai importé un premier mâle des États-Unis. Et je continue à élever cette race. C'est une race qui est difficile parce qu'elle n'est pas connue. Les gens ne demandent pas cette race de chat. Mais lorsqu'ils viennent chez moi, ils sont séduits par leur caractère. Et bien souvent, ils viennent chercher un autre chat et repartent avec un American ou ailleurs. Voilà. Il s'appelle Jedi. C'est un chat, c'est un Maine Coon, un chat américain. Il vient de la région du Maine. Il a 4 ans et demi. Il pèse 9,6 kg. Et il est grand champion d'Europe. Maintenant, il concourt en classe d'honneur vu qu'il a eu tous ses titres. Et c'est très gentil malgré son air félin. C'est un très gentil chat. Certaines fourchettes de prix, je dirais de 3, 5 000 francs. Les gens ont l'habitude d'entendre souvent ces prix-là pour les races plus courantes, si vous voulez. Bon, ce qui est rare, c'est vrai que ça demande plus de réflexion aussi. C'est plus cher aussi, quoi. Mais bon, il y a des gens qui recherchent des chats rares, il y a les coups de foudre, il y a beaucoup de choses. J'ai le coup de cœur pour beaucoup de choses. Et pour cette chatte-là, je veux dire, dès que je l'ai vue, je me suis dit, c'est elle. C'est elle. Voilà, je vous présente Manon de Bleu d'Iseux, de l'Hacienda. C'est ma 9e chatte. J'ai des chats siamois depuis 1959. Sur 42 chats, toutes races, sacré birmanie et siamois, toutes races confondues, sur 42, elle est sortie la première. Elle avait 10 mois.
Ce sont des Devon Rex. C'est un chat qui vient avec un léger duvet à la naissance, qu'il perd au bout de quelques temps et qu'il reconstitue après pour obtenir à l'âge adulte, on dirait même un pelage, en sens qu'il vient friser comme un mouton. Et ça ressemble même à de l'astrakan. Là, il commence. Oui, ça commence donc à friser au niveau des extrémités. Donc la queue, les pattes, un peu derrière la tête, mais le reste du corps, pour l'instant, est encore un peu, disons, dépourvu de cran. C'est une race d'origine anglaise qui est relativement récente, étant donné qu'elle a une quarantaine d'années d'existence. C'est le résultat d'une mutation génétique spontanée. Ce n'est pas le résultat d'un croisement. C'est un chat qui est, je dirais, hyper sociable. Ça, au point de vue affection, c'est le champion du monde. Le papa et la maman sont à la maison, ils doivent rester, et donc les enfants sont venus ici en expo. Avec la première femelle que nous avons eue en exposition, dont des gens qui avaient un moment de répulsion, et même une personne qui a eu une réaction, j'ai obligé de le jeter dehors de l'expo, parce qu'il s'est tourné sur son épouse en disant « Regardez ici, c'est pas honteux, on ose exposer des chats qui sont malades ». On va essayer de la faire jouer. Ah, c'est maman. Ben, ah oui, maman, elle va pas juger maman. Hein. Elle va juger maman. Alors, on va juger maman. Celui-ci a 2 ans et demi et fait 8 kg et demi. Et il faut être costaud hein, pour avoir un chat comme ça. Le chat précédent c'était pareil, regarde la dame elle est costaud. Ouais, il faut être costaud hein. Alors une autre couleur donc de Maine Coon, c'est un Maine Coon brown, bloodshot, tabby et blanc. Il appartient à monsieur Didier Plouchard. Il s'appelle Zana Vesta Mr. Coon, donc le même élevage que le précédent. Et c'est un best variété. Bravo monsieur Plouchard. Et c'est le meilleur chat de l'année. Bravo, tiens à le signaler. C'est une sacrée de Birmanie Seal Torquay Point, donc une couleur également qui n'existe qu'en femelle, puisqu'il n'y a pas de mâle Seal Torquay Point. Alors le chat s'appelle Ordalie du paradis aux oiseaux, et c'est le best variété Seal Torquay Point en birman. Félicitations monsieur. Maintenant on voit un Scottish Fold à poil court. Vous voyez, c'est bien dessiné, ces petites oreilles comme ça pliées. C'est un... Ah, c'est quand même... Vu le nom, c'est un Superman, hein, puisque c'est son nom. Il a quel âge, monsieur? 6 ans et demi. Donc c'est un chat qui est déjà terminé, les joues sont bien faites, bien remplies. Donc, meilleur Scottish Fold de poil court. Ici, vous avez une balinaise. Il faut savoir que chez les Siamois et les balinais, la Société Centrale Féline de France reconnaît jusqu'à plus de 150 couleurs de Siamois. Alors qu'il y a encore une vingtaine d'années, on reconnaissait qu'une seule couleur de Siamois, les Seal Point, voire même les Blue Point de temps en temps. Maintenant, l'élevage a progressé, puisque l'an 2000 arrive et l'évolution du chat arrive également. Donc vous avez ici une balinaise lilac tabby point, meilleur baliné et mandarin réunis. Ce chat appartient à Madame Ferenczi, elle s'appelle Onabella de la Drécourt, c'est le best variété. Félicitations Madame Ferenczi. C'est un sacré de Birmanie Red Tabby Point. Il a été élu meilleur sacré de Birmanie entre les Red et les Crème Tabby Point. Il appartient à Madame Francine Colette. Alors, le chat s'appelle Cardwell New York, New York. C'est donc un Birman Red Tabby Point. Félicitations. Je vous offre une cocarde. Et vous passez devant le public. Bravo. Nous continuons avec... Voilà, elle est souriante, elle est aimable. On peut l'amener en société, ça fait plaisir, la jolie souris. Eh bien, c'est une abyssine bleue. C'est une jeune abyssine bleue qui appartient à Madame Hélène Van Mal.
Bon, alors je vais donner la cocarde de ce côté-là, j'ai pas envie de me faire griffer. J'espère que vous êtes plus sympa que votre bestiole quand même. Elle s'appelle Otiri, non mais je parle du chat. Des Mirabilia, ça ne m'étonne pas. Belle variété à Vissin bleu. Bravo madame. Vous avez donc ici le meilleur sphinx. Eh bien, il faut savoir que le sphinx, il n'y a pas de manipulation génétique, je vous rassure tout de suite. Ce n'est qu'une mutation spontanée qui a eu lieu au Canada, là où il fait très froid, dans ces pays là-haut, en Ontario, dans une ferme. Et à partir de cette mutation, les éleveurs ont travaillé pour pouvoir avoir le résultat que vous voyez aujourd'hui, c'est-à-dire le sphinx. Eh bien, le sphinx est à la jante féline, ce que le bulldog anglais est à la jante canine. C'est-à-dire que tous les défauts que l'on ne veut pas chez les autres races, eh bien, on le veut, c'est une qualité chez le sphinx. Ici, vous avez Rinkerl Serena of Clos des Vignes. C'est une jeune sphinx noire et blanche qui appartient à monsieur Waquillon. Voilà. C'est un persan red self ou un persan roux tout simplement. Il appartient à monsieur Bourdel. Le persan roux fait partie des couleurs classiques dans le groupe des persans. Meilleur persan red self. Meilleur sacré de Birmanie Blue Point. Il appartient à madame Ratuil et le chat s'appelle Obsédé. Tu vas pas dire obsédé? Mieux vaut avoir un chat, je dirais, qu'être mal accompagné avec un être humain. Parce que le chat est fidèle, le chat il est là, le chat n'est pas lunatique. Le chat que vous allez mal, il est toujours avec vous. Et c'est ça qu'il y a de formidable. J'ai toujours été vers les chats avec une grande fascination, beaucoup d'affection, beaucoup de curiosité. En tout cas, les chats m'ont appris à être curieux, à mieux observer. Je pense que c'est bon aussi vis-à-vis des humains parce que ça vous apprend à mieux comprendre les gens, à mieux les deviner, à mieux deviner ce qu'ils pensent sans s'exprimer, puisque le chat n'a pas de... Enfin, il s'exprime par bien des façons, mais il ne parle pas, ce qui est peut-être mieux d'ailleurs, ça nous permet nous de faire un petit effort, ce qui n'est pas plus mauvais. Mais c'est vrai que la surprise, elle est toujours là. Les animaux, je les voyais surtout à la campagne. Mais c'est sûr que celui qui m'intéressait, parce qu'il venait vers moi, parce qu'il se laissait caresser, c'était le chat. Et puis il y a peut-être le fait de ces apparitions comme ça. Ça aussi, ça prenait peut-être plus de valeur, plus d'importance. Enfin, en tout cas, j'ai persisté. Après ces épisodes-là, il s'est trouvé une année où, avec mes parents, on était partis en vacances en Bretagne. Et il y a une chatte qui venait nous retrouver. Et plusieurs étés de suite, on arrivait, cette chatte était déjà là, comme si elle avait déjà retenu pour les vacances, elle aussi. Elle habitait dans une ferme, mais elle avait une double vie. Et ça a été tellement sympathique que quand je suis rentré ici, je me suis mis en quête d'un chat en disant là, vraiment, j'aimerais bien en avoir un. Et ça a été Cléo, qui était une chatte noire que j'ai eue chez une vieille fermière du village. Ça a été le début de l'invasion dans la famille. 25 ans après, c'est Toto la Terreur qui a pris le relais, avec sa sœur Minette, qui est une tigrée, et leur fille qui s'appelle Mélusine, qui est comme Toto, mais avec une petite barbiche noire. C'était en octobre, il y avait du brouillard. Je vais vers le fond du jardin, voir si les plantes dans la serre avaient besoin d'eau. Et j'entends des cris, mais des cris terribles. Et je me précipite vers le bois avec quelque chose qui me disait « Attention, vous savez, un signal d'alerte ». Et là, dans les branches d'un arbre cassé, je découvre une toute petite boule noire et blanche. C'était Méphisto, que j'appelle tout le temps Toto la Terreur maintenant, qui était là. Il avait 3 semaines et quand je l'ai trouvé, je me suis dit « C'est pas possible, je vais pas le donner ». Tout ça en plus pour une raison qui se rapproche du mystère qu'on pouvait évoquer, c'est que 4 ans avant, quand Cléo est morte, j'ai rêvé, je voyais cette chatte en rêve, et dans le rêve, il m'était dit que je n'aurais jamais à chercher de chat, que je le trouverais un jour de brouillard, là où j'avais enterré la chatte en question, et que le chat serait noir et blanc. Et quand j'ai trouvé le chat, ce rêve m'est revenu en mémoire, et là, ça a été tellement incroyable, je me suis dit, bon, s'il vient en plus pour réaliser ce que j'avais rêvé, c'est qu'il est venu pour quelque chose, donc je le garde. C'est un chat très dynamique, très tonique,
qui m'a en tout cas donné envie d'écrire d'autres livres sur les chats, dont ce Parole de chat où il prend la parole pour la première fois, peut-être pas pour la dernière, où il raconte comment il a envie d'être traité. C'est une sorte de manuel du savoir-vivre entre gens et chats civilisés. Il a sa façon de voir les choses, il a sa logique qui n'est pas la nôtre. Donc c'est complètement idiot de vouloir essayer de comparer en prenant comme repère notre façon de nous comporter. C'est une vision, comment est-ce qu'on appellerait ça, anthropocentriste, enfin, c'est-à-dire l'homme qui décide, l'animal doit se comporter comme ci ou comme ça par rapport à moi. Non, il se comporte comme il se comporte lui, simplement, si on se donnait la peine, nous, de comprendre un petit peu mieux le comportement du chat, on aurait certainement on véhiculerait moins de ces idées reçues. Il y en a une, moi, qui m'a toujours agacé, cette superstition à propos du chat noir qui porte malheur. Ça, c'est tellement bête et tellement gros qu'on se demande comment ça peut exister encore à la fin du XXe siècle. Pourtant, c'est encore le cas. Demandez aux gens d'où vient la superstition du chat noir, ils seront incapables de vous le dire. Il se trouve qu'au Moyen-Âge, tous les animaux noirs étaient considérés comme étant de mauvais augure, c'est-à-dire aussi bien le bouc, puisque c'était le bouc du sabbat, le chien noir, le chat noir. Bon, comme le chat était en plus le compagnon des femmes qui habitaient dans les campagnes, qui soignaient avec les plantes, qui s'occupaient des problèmes féminins, et donc on les a baptisés sorcières, on les a persécutées, et les chats avec, puisqu'on disait que c'était en fait une sorte d'émanation du démon qui leur tenait compagnie, qui les conseillait. En fait, c'est parti de là. Mais 6, 7, 8 siècles plus tard, c'est quand même effarant qu'on continue à penser que parce qu'un chat est noir de pelage, il puisse avoir une influence maléfique. Les Égyptiens disaient que le chat était né du milieu du ciel, de la constellation du lion, au mois d'août. Il y a ce qu'on rapporte dans les lettres persanes, ce que rapporte Montesquieu, où il dit que le chat est né d'un éternuement du lion à bord de l'Arche de Noé. C'est aussi une jolie hypothèse. Enfin bon, je crois qu'il vient surtout, ce qui ne fait pratiquement plus aucun doute, c'est que Toto la Terreur et tous ceux qui habitent en France sont des descendants plus ou moins directs des chats d'Égypte et d'Afrique du Nord, qui ont fait un voyage. Peut-être venaient-ils avant l'Égypte où ils ont été domestiqués il y a 3000 ans au moins, peut-être venaient-ils de Perse, on ne le sait pas. On ne sait pas exactement, ils sont peut-être arrivés déjà domestiqués en Égypte à l'époque, ils ont peut-être été domestiqués dans les oasis égyptiennes. En tout cas, ils ont beaucoup intéressé les Grecs et les Romains et les marchands phéniciens. Il y a eu un commerce de chats quand on s'est aperçu qu'ils avaient un statut particulier en Égypte, qu'ils étaient vénérés, qu'ils gardaient les greniers, qu'ils empêchaient les rongeurs de détruire les céréales. Et donc on les a rapportés parfois clandestinement jusqu'à Rome. Et puis après ils sont venus vers chez nous à la fois par le biais des marchands phéniciens, par le commerce jusqu'à Marseille, et puis avec les légions romaines qu'ils ont suivies pendant l'invasion de la Gaule. Le statut du chat a commencé, disons qu'il a commencé à aller mieux à partir de Louis XV. Louis XV était le premier roi qui a refusé d'allumer le bûcher des chats en place de Grève à Paris pour la Saint-Jean. Il a été le premier. Il aimait les chats, son épouse Marie Leczinska aussi, et bon, comme des gens maintenant le feraient, ils avaient acheté des chats de luxe qui venaient de Perse, les premiers persans, les chats angora, ces premiers chats à long poil qui sont arrivés en Europe par le biais du commerce avec les Italiens. Et ça a commencé comme ça. C'était un animal de luxe, bien vu à la cour, parmi les gens de la noblesse. Et ça a fait aussi pour le statut du chat des campagnes qui petit à petit a pris un intérêt, en tout cas c'était un animal utilitaire. Et disons que c'est vraiment à la fin du XVIIIe siècle, quand on commence à développer la médecine vétérinaire, enfin à la créer, et au XIXe siècle, que là vraiment le chat commence à être admis et vraiment comme animal de compagnie. Il y a des écrivains ne sont pas pour rien là-dedans. Quand on voit ce que des gens comme Théophile Gautier, comme Victor Hugo, comme Zola ont écrit à propos des chats, c'est évident qu'ils ont beaucoup fait pour faire admettre le chat à l'intérieur des maisons bourgeoises.
Et puis, quand les hygiénistes ont dit que c'était un animal qui était propre, que l'on pouvait avoir dans une maison, qu'il n'était pas désagréable, enfin, son commerce était possible même avec des enfants, là, ça a été, disons, la fin du 19e siècle a correspondu avec le début de l'ère de l'animal de compagnie. Ce que j'apprécie chez les chats, c'est-à-dire à la fois une grande indépendance et une grande fidélité. Je suis là, je t'aime, mais j'aimerais aussi que tu me fiches la paix quand j'en ai envie. Et ça, je crois que le besoin de silence du chat, le besoin de calme, de recueillement qu'il peut avoir à de longs moments, plus que nous, puisqu'il dort 16 heures par jour, ça, je trouve ça extraordinaire. C'est-à-dire qu'un animal ait en même temps cette grande indépendance et cette fidélité totale. C'est merveilleux, c'est magnifique de se dire, bon, là, il est parti, il est au fond du jardin, il est dans les bois, il est en train de faire sa vie de chat tranquille, et puis tout à l'heure, il va revenir vers moi et on va passer des moments tout à fait adorables. Maintenant, vous comprenez pourquoi il s'appelle Toto la Terreur. Hein? Il y a une terreur. Il y a un diable. Au diable. Les gens souvent s'imaginent que la médecine vétérinaire est une médecine pauvre. Sur le plan technique, c'est archi faux. Il faut savoir que maintenant, vétérinaires et médecins travaillent main dans la main. Nous récupérons forcément les résultats de la médecine humaine et eux récupèrent les résultats de la médecine vétérinaire, puisque les essais réalisés en médecine humaine sont souvent réalisés sur des modèles animaux. Ce type d'appareil permet de contrôler exactement le type d'examen qu'on veut faire. Donc il nous suffit de régler le type de cassette radio qu'on va utiliser ici. Ici, on va visualiser sur le chat la zone à radiographier. Donc avec des petites lumières, on les déplace. Et enfin, lorsque le réglage est enfin terminé, on va pouvoir déclencher. Le rayon X sera donc émis par le tube qui se situe ici. Et on va pouvoir exactement diaphragmer avec la lumière sur la zone à radiographier. Et ensuite, le film est récupéré sous la cassette et il pourra ensuite être développé. Donc ici, c'est l'abdomen. Donc vous avez reconnu ici la colonne vertébrale pour vous situer. Ici, vous avez le bassin avec les pattes arrière. Et ici, le bord des côtes. Vous voyez ici le bord du poumon qui dépasse avec en arrière du diaphragme le foie, qui vous le voyez est très visible ici, et dépasse largement en arrière des côtes. Ici, le rein du chat, si fragile, qui est donc situé ici, qu'on voit très bien, l'autre rein étant pas visible puisque caché derrière. Ici, vous avez la vessie, également très visible, ici, ronde. Et là, ici, vous avez la partie, donc, dirais, descendante du côlon, avec ici des selles qu'on voit dans le côlon de ce chat, hein, qu'on voit ici. Donc là, on pouvait voir qu'il n'y avait aucune image, a priori, d'occlusion intestinale, c'est-à-dire on recherche en général des corps étrangers, s'ils sont visibles, ou alors des images qui évoquent une occlusion intestinale. Donc souvent, ça se traduit par beaucoup d'air, donc des choses noires, comme ça, dans les anses intestinales. Alors tant que les anses intestinales apparaissent en blanc, comme vous le voyez ici, on peut penser a priori qu'il n'y a pas d'occlusion. Alors la radiographie, ce n'est pas le seul examen pour visualiser un abdomen, hein. L'échographie est également utile pour complémenter les informations qu'on va trouver sur cette radio. Là, ici, on a en bas le ventricule gauche qui bat en coupe. Alors l'intérêt de ce genre d'examen, c'est de visualiser effectivement des anomalies. Notre métier est très difficile avec les chats parce que le chat ne se laisse pas faire. Il faut toujours trouver un moyen pour maîtriser le chat, non pas par la force, parce que vous n'y arriverez pas, mais par je dirais, du bricolage. C'est-à-dire, par exemple, vous prenez un chien, aussi costaud soit-il, vous arriverez toujours à le maîtriser. Il suffit d'être plus fort que lui. Un chat, c'est pas costaud, hein, ça pèse 4 kilos, mais vous n'arriverez pas à le maîtriser, aussi nombreux puissiez-vous être, parce que c'est un chat qui ne va pas vouloir se laisser faire et qui sera obstiné, il vous griffera, il vous mordra. Et les morsures de chat font très très mal. Et c'est une arme qu'ils savent utiliser à bon escient, et il faut faire bien attention. Alors nous, les professionnels, sommes particulièrement exposés aux accidents de morsure et autres, des chiens ou des chats, et nous devons être particulièrement vigilants. Donc,
C'est curieux d'ailleurs parce que bien souvent les propriétaires de chats sont un petit peu au courant de ça et ils aiment le chat justement pour également ce côté un petit peu indépendant et griffeur. Ils le reconnaissent volontiers et ils nous mettent au courant. Donc ils arrivent, ils disent attention docteur, le chat griffe. Alors on va les mettre dans des cages un peu spéciales. Pour les chats très difficiles, voire des chats sauvages, comment on arrive à les soigner? Vous avez un système de double fond. Donc le double fond, ah oui, vous entendez la voix de Nix. Donc on amène le fond de la cage sur le bord, comme ceci, et en plaquant le chat le long du bord, on va pouvoir, à travers les barreaux, faire une anesthésie générale, éventuellement, ou faire une injection. Le chat que vous amenez à l'hospitalisation va être inquiet, stressé, parce qu'il est dans un environnement qu'il ne connaît pas, mais n'a pas à l'esprit le fait qu'il va être opéré le lendemain. Donc il ne va pas déprimer ou être anxieux pour cela. Il répond simplement à une situation du moment. Bon, le chat, c'est sûr, il n'est pas très heureux, mais quand même, je pense qu'on peut imposer à un animal ce qu'on impose à un être humain. Croyez-vous que d'être hospitalisé le dimanche soir, d'être arraché à sa famille, un enfant, quel qu'il soit, ça soit très heureux pour une simple appendicectomie réalisée le lendemain matin? Tout ça pour des raisons en général administratives et puis de prise de sang et autres. Nous, en vétérinaire, on est confronté à un comportement extrême qui est que les gens n'acceptent pas l'idée que leur animal soit hospitalisé la veille. Et c'est fou, parce que ça devrait être le cas. Et c'est vrai, psychologiquement, c'est très mal ressenti. Moi, j'ai souvent des gens qui, pour des raisons de travail, ne peuvent pas me l'amener le matin. Je leur propose d'hospitaliser la veille. Bien souvent, ils refusent. Ils vont se mettre en 4 pour vous l'amener le matin. Et je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure solution, parce que l'animal est amené le matin, il est stressé, on l'anesthésie d'emblée, et finalement, on prend peut-être plus de risques que de l'hospitaliser la veille, où il a la nuit pour s'accoutumer, nous connaître, sympathiser avec lui, et peut-être justement l'anesthésier dans les meilleures conditions. Alors donc, voilà ici un bloc d'intervention chirurgicale vétérinaire. Donc la table qui est ici est une table donc spécialement conçue pour les animaux, puisque les animaux étant parfois assez lourds, il faut pouvoir orienter la table dans un angle précis. Donc tout est automatisé, donc on peut la monter, la descendre. L'animal tout d'abord est mis sous perfusion, il est anesthésié et induit à la veine, c'est-à-dire qu'on met le produit dans une veine pour l'endormir. Et ensuite l'animal va être intubé, c'est-à-dire qu'on va lui mettre dans les voies respiratoires un tuyau, comme en médecine humaine, pour lui amener l'oxygène et éventuellement un relais anesthésique gazeux. Donc voilà la machine qui va permettre à l'animal de respirer. Donc l'animal est relié donc à cette machine ici, et on met une dérivation électronique pour pouvoir contrôler la respiration. Alors une petite démonstration. Donc chaque fois que l'animal respire, on va entendre un son. Alors en fait, comment ça se passe? Ici, il y a un petit repère électronique qui repère la chaleur de la respiration. Si l'animal arrête de respirer, on amène le niveau d'oxygène à la quantité requise. Donc là, par exemple, ça va être 1 litre d'oxygène par minute. Vous avez ici une bouteille d'oxygène en arrière. Donc, mettons en cas d'apnée, on va envoyer l'oxygène donc de la bouteille dans le ballon qui se situe ici. Vous voyez, on le remplit. La pression ici est mesurée et ensuite on va envoyer cet oxygène pour faire respirer l'animal de façon artificielle. Vous avez ici les cages d'hospitalisation, donc des petites cages et des grandes cages. Alors les cages sont volontairement petites par rapport à l'espace réservé notamment aux chats, parce que le chat ne doit pas pouvoir se déplacer trop quand il est sous perfusion, puisqu'en général les animaux qui sont hospitalisés ont une canule, donc c'est un pied comme ça. Donc l'animal a une veine qui se situe en général sur l'avant-bras. Ceci donc est dans la veine et le goutte à goutte va permettre de le nourrir, de le réhydrater lorsqu'ils sont très malades. Donc la perfusion est disposée ainsi et l'animal, vous le voyez ici dans une petite cage, peut se déplacer. Si vous laissez un chat sous perfusion à la maison ou dans une trop grande cage comme celle-là, il va arracher sa perfusion et la voie veineuse s'en va. Donc c'est tout l'intérêt d'une petite cage pour un animal hospitalisé. Alors je ne dis pas que c'est très confortable, mais je pense qu'un lit d'hôpital c'est guère mieux. Parfois les gens me disent « Ah mais il sait qu'on le soigne parce qu'il adopte telle attitude ». C'est bien souvent de l'anthropomorphie. Les gens voient des attitudes, ils les font des parallèles avec eux, mais en réalité, bien souvent, il n'y a pas de lien. L'animal est conscient surtout de ce qui se passe au moment en question. Alors, il a une mémoire
visuel, il a une mémoire d'oreille, il intègre parfaitement. C'est un mammifère extrêmement évolué, le chat ou le chien, très très intelligent, mais effectivement, il ne faut pas copier le modèle humain, surtout pas. Assistance aux vieux animaux. C'est une association loi 1901 créée par monsieur et madame Ligier en 1991. Et le but de l'association, c'est d'accueillir, de recueillir et de soigner les vieux animaux trouvés, délaissés, abandonnés. On accueille des animaux, en particulier les chats, par l'intermédiaire de l'école du chat de la région parisienne, entre autres, bon, qui font eux au départ le nécessaire, qui nous est indispensable, c'est-à-dire les tatouages, les vaccins et les tests de leucose. Et puis, bon, des particuliers aussi, entre autres des personnes âgées qui décédées, les enfants ne veulent pas conserver, c'est valable pour les chiens aussi, mais aussi des personnes qui partent en maison de retraite, qui ne peuvent pas conserver leur animal de compagnie. Donc là, on s'engage à recueillir les animaux jusqu'à leur bonne fin. C'est une propriété de 60 hectares sur laquelle nous accueillons entre 400 et 450 animaux. Nous avons plusieurs espèces, à savoir les chats, 150, 160 chats environ. Nous avons une soixantaine de chiens. Nous avons 23 moutons. Nous avons 40 équidés entre les ânes, les poneys et les chevaux. Nous avons encore 12 bovins, vaches et bœufs. Et nous avons aussi un cheptel d'environ 100 à 120 daims. Les particuliers avaient sur leur terrain des animaux un peu spéciaux, entre autres un yak, un dromadaire, un zèbre, un lama que nous avons toujours d'ailleurs, et puis à l'époque 7 daims. Bon, les 7 daims, en 10 ans, ont procréé largement. Bon, au niveau des plus vieux, on arrive à avoir, entre autres dans les poneys, des poneys qui ont entre 26 et 30 ans bientôt. Donc ce sont des animaux qui ont été accueillis à leur sortie de manège parce qu'ils allaient soit dire en boucherie, soit à l'équarrissage. Donc ils sont à la retraite ici. On a réalisé donc en 92 la première chatterie, ce qu'on appelle une chatterie, c'est-à-dire un espace de terrain d'environ 2500 mètres carrés. Nous avons installé un chalet en bois qui est chauffé l'hiver, bien sûr. Donc ils sont isolés. Donc là, nous avons à l'heure actuelle 3 chatteries. La première, donc, créée en 92, pardon. La seconde, mise en route en 97. Et là, notre infirmerie pour les chats qui a été mise en route cette année. Il y a toujours, dans les chatteries, il y a toujours un dominant. Et bon, c'est selon, un dominant s'en va, c'est-à-dire meurt, et il y a toujours un dominant qui reprend la place. Ça, particulièrement chez les chats. Chez les chiens, on ne l'a pas constaté dans la mesure où les chats, bon, il y a quand même un effectif important dans chaque chatterie, 80 chats. Bon, les chiens, c'est à 2 à 3 par parc, mais je pense qu'il y a quand même ce comportement de leader. Chaque espèce est quand même séparée. Bon, les chats d'un côté, dans les parcs particuliers, les chiens dans des parcs aussi séparés, et les gros animaux, par contre, eux, sont en liberté. C'est-à-dire les ânes, les poneys, les chevaux et les bovins sont en liberté sur une quarantaine d'hectares.
Il y a 10 personnes qui travaillent à plein temps, donc il y a une organisation, c'est vrai. Entre la nourriture et les soins vétérinaires, c'est entre 20 et 25 000 francs par mois. Uniquement l'accompagnement animal. À Laval, la journée de travail, c'est assez déterminé pour chacun des membres du personnel, à savoir les chats. Ce sont deux dames qui s'en occupent, Yvette et Frédéric. Les chiens, c'est Jamel qui est en même temps notre gardien de la propriété. Nous avons 2 personnes, Daniel et Michel, qui s'occupent eux de l'entretien, c'est-à-dire les clôtures, la tonte des parcs, et puis 2 autres personnes qui aussi s'occupent des réalisations, là, c'est-à-dire la construction, la réalisation des parcs, les travaux des bâtiments, la création de l'infirmerie, toutes ces choses, toutes ces structures dont on a besoin pour accueillir les animaux. Je m'efforce qu'il y ait ce contact avec l'humain, et réciproquement, à savoir que nous accueillons ici assez fréquemment des jeunes, en particulier des groupes de la Croix-Rouge, qui viennent visiter, qui passent une journée ici à caresser les chats. Nous recevons aussi des jeunes qui sont en formation agricole, en milieu agricole, donc des jeunes stagiaires. Ça, j'y tiens. Comme nous recevons aussi des jeunes à travers le ministère de la Justice qui viennent faire ce qu'on appelle une petite réparation. Ils ont fait une bêtise, ils doivent réparer, donc ils viennent passer quelques jours ici dans l'accompagnement et je pense que c'est important. Ça permet à chacun d'avoir un autre regard sur l'autre. Je faisais des portraits de gens. Et un jour, un monsieur m'a demandé si je pouvais lui faire le portrait de son chien qui était décédé. Bon, je me suis dit, allons-y, ça ne doit pas être plus compliqué qu'un portrait d'humain. Et donc, je lui ai fait. Et il s'est avéré qu'il n'est jamais venu chercher son portrait. Donc, je me suis entraînée à faire d'autres chiens que j'ai pris à droite, à gauche, des photos que j'avais de mes chiens. Et puis, il s'est avéré que ça a commencé à s'accumuler. Je me suis dit, pourquoi pas faire une exposition? Et nous avons commencé à faire des expositions canines, ensuite félines. Et puis, les gens ont été étonnés, en effet, du résultat. Et c'est ce qui m'a incité à continuer, de pouvoir faire ce genre de choses. C'est tout simple. Je travaille souvent sur des portraits de chats. Et c'est vrai que c'est une chose que j'aime beaucoup, parce qu'il y a une espèce de réalisme que j'aime faire. J'aime donner la vie à ces chats, et notamment dans les portraits, je trouve que c'est très agréable. Au niveau graphique, c'est vrai qu'il y a tout un tas de panoplies, de pelages, de regards, donc c'est extrêmement intéressant en effet, les combinaisons des différentes taches colorées. Ce que j'essaye de faire, c'est d'arriver à un réalisme extrême, donc pour que ce soit extrêmement prenant. Donc c'est vrai qu'il y a un côté très... Souvent ce qu'on me dit, ça ressemble à une photo. Alors je ne sais pas comment il faut prendre ça, si c'est quelque chose de bien ou pas, mais enfin, moi je le prends dans le sens, en effet, tout à fait honorifique. Parce que c'est vrai que c'est très agréable quand on me dit que ça ressemble à une photo. Bon, quelquefois, c'est vrai qu'on peut être un peu étonné parce que les gens me disent « mais vous avez déjà travaillé en faisant avec de l'aérographe ou pas ?» Et puis en fait, non, pas du tout. Je travaille avec du pastel et je mets beaucoup d'heures à faire ce genre de choses. Mais c'est ce qui m'intéresse justement. Tout le côté détail, pour moi, c'est important. En général, je mets bien 2 jours bien complets pour faire un chat. Et bizarrement, moins il y a de poils, plus c'est difficile pour moi. Ça paraît un peu étonnant, mais c'est plus difficile. Parce qu'avec le trait, vous donnez tout de suite le volume du chat, alors que lorsque vous avez un chat qui a la peau plissée comme le sphinx, c'est beaucoup plus difficile. Mais c'est tout aussi intéressant. Hein. Je dois faire 50, 60 portraits par an, facile, plus ceux que je fais pour mon plaisir, ceux que je fais pour certaines expositions, donc je dirais une petite centaine par an. Je fais pas mal d'expositions, à savoir, je dois en faire sur l'année, j'en fais 7, 8 à peu près d'expositions félines. Donc ça dépend un petit peu, je dirais, de mes charges de travail autres, mais je trouve que c'est un bon rythme. Et puis ça permet toujours de savoir exactement
l'œil des gens permet en effet d'avoir une critique, et ça c'est toujours bien de se remettre un petit peu en question, de savoir si on est toujours dans la bonne direction. Ça me paraît être important. C'est un Maine Coon, un chat qui a un côté altier, qui a un côté très, comme ça, très royal, très distant, mais qui, d'un autre côté, d'abord c'est un superbe chat, il est très, très beau, très gros. C'est presque à la limite du félin. On sent la puissance tranquille, c'est-à-dire, hein, on sent que je suis là, je suis beau, je sais. Et ça m'amuse beaucoup chez un chat d'avoir cette espèce d'attitude un peu de dédaigner l'humain comme ça, de se dire oui, bah, vous êtes là, c'est très bien. Moi, ça m'amuse beaucoup. Et je trouve que c'est un superbe chat physiquement, ça, j'aime beaucoup ça. D'abord parce qu'il a des yeux d'un vert pâle quelquefois, c'est absolument somptueux. Enfin, graphiquement encore, ça c'est mon côté artiste qui parle, mais je trouve que c'est un superbe animal. Souvent, les gens, lorsqu'ils vous demandent en fait un portrait de leur chien, bon, qui est décédé ou pas, il y a une petite larme qui pointe au coin de l'œil. Et ça, c'est pour moi, je ne dirais pas que c'est une grande satisfaction, mais ça veut dire que j'ai réussi en effet à redonner vie quelque part à cet animal et que j'ai touché la corde sensible par l'intermédiaire de mon dessin. J'ai eu des choses rigolotes. Ça m'est arrivé 2 fois sur des expositions, une sur une exposition féline et une autre sur une exposition canine. Et notamment, c'était 2 fois des hommes d'ailleurs, qui sont venus me voir en me demandant si la première fois je ne peignais pas éventuellement le portrait de chat ou de chien sur leur capot de voiture. Donc c'était un petit peu étonnant, mais pourquoi pas. Et la deuxième fois, c'était de savoir si éventuellement je ne faisais pas la tête du chat, ou du chien encore une fois, en tatouage. C'est-à-dire que le monsieur voulait absolument avoir le tatouage de son chat sur lui. Donc c'était un petit peu étonnant, compte tenu de ce que je fais. C'est vrai que, bon, c'est très détaillé, mais j'étais quand même à milieu de penser qu'on pouvait me poser ce genre de questions. C'est le côté félin que j'aime. C'est-à-dire que c'est jamais acquis. Le côté, il y a toujours une espèce de distance comme ça, on se jauge. Et ça j'aime assez ça. J'aime ce contact un petit peu, pas établi forcément. C'est-à-dire on sait qu'on est là, on se respecte sur chaque plan, mais il y a toujours une indépendance quelque part. Et ça, je trouve ça très bien. C'est justement la part mystérieuse qu'il faut par contre garder certainement, oui, c'est sûr. Et quelquefois, ils nous jaugent assez rapidement, plus rapidement que nous, on peut les jauger, enfin les sentir. Et ça, c'est toujours un petit peu déstabilisant d'ailleurs, parce qu'on sent qu'ils arrivent presque à nous lire, entre guillemets. Et c'est vrai que ça, c'est assez étonnant, je trouve. Ils connaissent très vite nos faiblesses, et ça, c'est une des choses, moi, qui m'amuse toujours dans la relation avec un chat. Il n'y a pas de faux semblant, il n'y a pas d'hypocrisie dans une relation avec un animal. Donc ça, c'est une des choses, justement, qu'il faut essayer de conserver. Il faut être vrai aussi avec un animal, sinon c'est pas jouer le jeu. Il n'y a pas de tricherie possible. Et que la relation, de toute façon, elle est sanctionnée par ou un coup de griffe ou une morsure, ou de toute façon, il y a une sanction quelle qu'elle soit si on ne rentre pas dans le contact. Ça, c'est sûr. Si je n'exposais plus, je crois que je continuerais à dessiner pour moi, enfin pour mon plaisir. Ce que j'ai toujours fait, mais vraiment, ça serait difficile pour moi de m'arrêter de faire des dessins d'animaux. Ah oui, j'aime beaucoup ça. C'est vraiment un plaisir immense. Protège les amoureux. Petite mendigote, je sens ta menotte qui cherche ma main. J'ai amené beaucoup de personnes involontairement par mon amour des chats, personnes qui travaillent chez moi ou autres qui n'aimaient pas les chats au départ et qui sont toutes devenues gâteuses des chats. Se rendant compte d'abord de l'indépendance, mais de la dépendance en même temps. Parce qu'ils sont d'une fidélité qui n'apparaît pas comme le chien. Mais le chien vous gratte, ça, il crie. Je les aime, mais il faut qu'ils aient beaucoup d'espace et beaucoup d'air. Je vois la première fois que j'ai eu ce sentiment,
je suis partie pour le Japon, je ne sais plus, pour le Canada, assez longtemps. Et j'avais un chat, entre autres, mais qui m'aimait beaucoup et que j'aimais beaucoup aussi. Et quand je suis revenue... alors, on m'a téléphoné, on m'a dit « Moumous a disparu ». On l'a retrouvé dans le bois, puisque c'était à la lisière du bois, la rue de la Ferme. Les pompiers ont dû venir, ils ont dit « Ça nous arrive souvent ». Sa patronne a dû partir. Je dis, sa mère est partie. Alors, on l'a ramené de l'arbre. Quand je suis arrivée, il était dans le fond du jardin, elle est arrivée en courant. Elle m'a regardée et elle m'a tourné le dos. Paf! Après, il a fallu que je lui explique et que je lui redise. Alors là, comme je vais partir quelques jours, je commence déjà à dire. Tu sais, je ne vais pas partir longtemps, tu ne seras pas toute seule, je vais revenir vite. Et elle commence déjà à faire un peu tourner le nez. Ah, les chats sont pas des animaux, sont des compagnons. D'abord parce qu'ils sont très silencieux, d'une grâce extrême. Si j'avais été danseuse, ce que je rêvais d'être aussi à un moment, j'aurais arrêté, envoyé un chat faire sa toilette. Mais c'est d'une beauté totale. Et puis, il y a un mystère, et en même temps, ils ont de la tendresse. Il y en a qui sont très indépendants, il y en a qui sont très tendres, qui ont besoin de vous, d'autres qui vous aiment, mais à distance. Il y en a qui n'aiment pas... Moi, par exemple, je suis un chat qui n'aime pas qu'on me touche. Mais depuis toute petite. J'aime pas qu'on me touche. Il y a des chats. Puis il y a aussi des gens qui ne savent pas. Alors, qui les caressent, moi, je me dis, je l'aurais déjà foutu en l'air. C'est une beauté, même le plus vilain chat est très beau. Alors, déjà, c'est un atout terrible. Même quand il n'est pas beau, il est beau. C'est un félin. Et on a la chance d'avoir un petit félin chez soi et qui vienne sur vos genoux. Et on ne pourrait pas avoir un tigre ou un lion. Oui, il y en a qui ont tué des animaux comme ça. Mon mari avait vu chez le vétérinaire, justement, un type qui était arrivé, qui était navré, parce qu'il dit au vétérinaire, je veux pour un petit ours, alors on faisait de la boxe, maintenant il est devenu très grand, je ne peux plus. Il y en a qui aiment les canaris, il y a des gens étranges, plus étranges que nous, parce que nous, les chats, bon, c'est un animal maintenant qui est devenu tout à fait comme nous, civilisé, hélas. Mais il y a des gens qui ont tué des crocodiles. Il y a des gens qui aiment les serpents. Moi, mon mari aimait les serpents. Bon, il n'en a jamais amené à la maison parce que c'est pas que je n'aime pas les serpents, mais il m'inquiète. Il m'inquiète. Je sais pas, c'est pas. D'abord, c'est froid. Mais les animaux sont étonnants. Enfin, ma petite fille avait des petites tortues brésiliennes. Elles tendaient leur petit cou comme ça. Puis un jour, je me dis, mais c'est drôle. Elles entendent la musique. C'était Mozart. Et puis j'ai arrêté, alors elles sont reparties dans l'eau. Alors j'ai recommencé plusieurs fois, plusieurs jours, et chaque fois, elles ressortaient. Et c'était pas le soleil, c'était la musique. Mozart. La 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 la, je vous aime, chantait la rengaine, la la, mon amour. Des paroles sans rien de sublime, pourvu que la rime amène toujours. Vrai, elle était si jolie, si fraîche et moi, j'ai eu une araignée. Et on peut arriver à, pas à dresser une araignée, mais je pense qu'on pourrait peut-être, mais on peut l'habituer à heure précise. Elle venait dans un petit coin, je l'avais vue une fois, alors après je lui fais un petit signe, je lui disais tiens, on ne te touchera pas, t'inquiète pas. Alors elle revenait, était apprivoisée. Ah, ça fait des toiles, c'est superbe. On ne peut pas avoir peur d'une araignée, d'une souris, c'est si joli. Tout rêve rime avec s'achève, le tien ne rime à rien. Fini avant qu'il commence. Et puis j'aime les chats parce que j'aime les livres et que les chats adorent les livres. Ils adorent les bibliothèques. Quelquefois même ils vont les respirer. Si vous ouvrez un livre, ils le feuillettent un peu. C'est pour s'amuser. Ici, je pourrais avoir un livre, là ça l'agace. Hein. Et la télévision aussi. Oh, cette boîte noire sur laquelle on... Et puis qui prend... Elle n'aime pas regarder la télé, elle ne regarde pas, elle ne la voit pas. Il y en a d'autres qui s'installent et puis ils regardent. Mais si un chat miaule, elle cherche.
Mais j'en ai eu un qui reconnaissait ma voix quand je faisais de la radio, de la télévision, et qui devenait fou. Qui tournait, qui me cherchait partout, qui me voyait là. Ah oui, mais pas tous. Chacun son caractère, hein, mon petit bébé.